Aujourd'hui, on est réunis pour ce webinaire autour de l'évolution des femmes dans les mouvements terroristes, dans les mouvements radicaux violents. Alors, ce webinaire vient clore une trilogie, un triptyque qu'on a proposé tout au long de l'année 2021, qui avait pour but d'apporter aux professionnels des pistes et des clés de réflexion autour de, comme grille de lecture, proposer la grille de lecture du genre face aux phénomènes radicaux ou de radicalisation. Et où nous questionnons à travers ces triptyques le trio du genre, du corps, de la sexualité et des radicalisations. On a traité dans un premier temps d'un point de vue psychosociologique avec le premier webinaire, le corps des femmes, totem ou tabou. Dans un deuxième temps, on l'a traité d'un point de vue un peu plus clinique avec sexualité et enjeux pubertaires à la lumière du symptôme radical. Et aujourd'hui, nous allons faire un focus enrichissant et synthétique sur le rôle des femmes, leur utilisation de leur genre, de leur corps, de leur sexualité au sein des mouvements radicaux violents. Pour cela, nous avons l'immense honneur de recevoir Madame Lia Bloom. Merci énormément d'avoir accepté notre invitation. Elle est professeure agrégée en études internationales et ancienne membre du Centre international pour l'étude du terrorisme de Penn State. Son parcours professionnel et d'études l'a amené à travailler dans plusieurs pays, dont l'Israël et l'Égypte. Actuellement, Madame Bloom est professeure de communication et d'études au Moyen-Orient à Georgia State University. Son travail ethnographique depuis plus de 20 ans sur la question des mouvements radicaux à travers le monde en fait d'elle une experte reconnue et pionnière, et on le voit à travers ses publications. Son propos va principalement aujourd'hui s'appuyer sur son ouvrage Bombshell, qui rencontre des réflexions axées sur le rôle des femmes quant à leur motivation, contrainte ou non, à rejoindre les mouvements radicaux. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour, bon matin, bon après-midi. Je m'excuse que mon français n'est pas assez bien pour faire toute la présentation en français, mais je suis bien heureuse que on peut parler en anglais et français. So I'm going to be speaking today in English, but thanks to Yazida, we have a fantastic translation. And I'm just going to jump into it right away as I share my screen with you. We're going to go to my PowerPoint. All right. So part of what I wanted to do today is to present a more nuanced picture of women's involvement in radicalization and terrorism. And it's one of the reasons that in English, it's a play on words when we say visage multiple, because the women look very different, but also it's on purpose. You know, one of the things that we've learned is the terrorist groups try to change the operative in order to evade security. And so if we're expecting a man with a long beard, you know, one particular kind of individual, it makes very good sense for the organization to switch and give you a different operative so that the operative is not easily detected. Lydia was very kind. She mentioned a number of my books, as you can see, Dying to Kill, which was my very first one, Bombshell in 2011, 10 years ago. And I've just received word that the new book, guaranteed in 2022, is an update on Bombshell, and it is called Veiled Threats, because the threat is veiled, but also the women in the jihad are also wearing a veil. And the book that I just produced 3 months ago that came out explains the role of women in QAnon, which is a global conspiracy that even affects France, but has affected all of Europe and in fact, the entire globe. So when we're looking at the evolution of women's roles in terrorism, you know, we've seen the fact that women have been involved from the very beginning. When I'm very often interviewed in the US media or in the Canadian media, and they ask me, am I surprised that it's a woman? And I'll say, well, I'm not surprised now, nor was I surprised last month and the month before when you had me on the show.
because I think we forget very quickly that women have been involved in terrorism since the very beginning. And in fact, the very first trial of a woman for terrorism, which happened in St. Petersburg, the woman had belonged to a group of anarchists. And so the anarchists had tried to assassinate the mayor of St. Petersburg. His name was Trepov. And in doing so, they failed. But in doing so, this woman went on trial for terrorism. But in this also early phase in the 1960s, so jumping ahead from the beginning of the 19th century to the 1960s, in this initial phase, women were part of a number of different organizations to such an extent that you see the woman with the cigarette, Ulrike Meinhof. The group was named Baader Meinhof. So the group was named, half of the group was named after her, and she was the ideologue. Next to her on the bottom with the short hair, you see Astrid Prohl. She was very involved in bank robberies. She would drive the getaway car. And then next to her again, also in black and white, you had Moirad Farrell, and she was one of the leading members of the Provisional IRA. And so when we're thinking about the role of women in terrorism, this is not a new study and it's not a new phenomenon. But it's very easy for us to forget the connection when we're looking at women's involvement in jihad now. And part of this is because there is an assumption that the jihad is very masculine and that women have no place and no role in such a patriarchal and masculine organization. Here I have, for example, Ce que vous voyez ici, ce sont les anciens visages du militantisme islamique ou du terrorisme islamique, de la djihad mondiale. Là, vous voyez les personnes qui sont liées au groupement des frères musulmans, au Hamas, et effectivement, ce sont tous des hommes. Abdallah Azzam ou le Cheikh Ahmad Yassine, qui est l'un des principaux membres du Hamas, qui a été assassiné, exécuté par les Israéliens. Abdallah Azzam a fait le lien entre les frères musulmans et Al-Qaïda. Il était très proche d'Oussama Ben Laden et lui aussi a été finalement exécuté. Mais comme vous pouvez le voir, ici, ce ne sont que des hommes. Mais le visage du terrorisme islamique ne reste pas un visage masculin. Sur une période plus récente, je parle là peut-être des 10 ou 15 dernières années, nous avons vu une émergence du rôle des femmes, même dans le djihad. Ici, j'ai deux femmes terroristes, Jihad Jane et Jihad Jamie. Il s'agit de deux femmes occidentales qui se sont converties à l'islam et qui ont ensuite été très impliquées sur les réseaux sociaux. Elle a été en contact avec un recruteur djihadiste qui l'a convaincu d'aller en Irlande pour essayer d'assassiner le dessinateur Lars Vilks, un dessinateur suédois qui avait dessiné une caricature de Mohamed avec un corps de chien, ce qui avait été vécu comme une grave insulte. Il avait donc été décidé que Vilks devait être tué. Aujourd'hui, si nous avons beaucoup parlé de Jihad Jane, c'est qu'elle est retenue aux États-Unis. Elle a été condamnée à 8 ans de prison et depuis, elle a été libérée l'année dernière. Et aujourd'hui, de façon assez étonnante peut-être, elle a apporté son soutien à l'ancien président Trump. Et ce qui est intéressant, c'est les raisons pour lesquelles elle s'est impliquée dans ces mouvements, ce qu'elle avait l'impression de faire par rapport à ce qu'elle a véritablement fait. En effet, il existe ce stéréotype de la femme convertie. Souvent, on l'imagine plus âgée, avec un passé difficile. Peut-être qu'il y a une part de son passé qui la gêne
Peut-être qu'elle a l'impression qu'en se convertissant à l'islam ou en s'impliquant dans le djihad, elle pourrait trouver un nouveau départ, un nouveau point de départ à son existence. Là, vous voyez Malika El Haroud. Elle a également été condamnée à une peine de prison. Elle a également été libérée depuis. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Eh bien, elle comprenait bien les réglementations européennes sur la liberté d'expression. Elle savait ce qu'elle pouvait faire, ce qu'elle ne pouvait pas faire. Et donc, il a fallu beaucoup de temps et beaucoup de tentatives qui ont échoué avant de réussir à l'arrêter, à la mettre face à un juge. En effet, elle était en ligne. Elle invitait à la violence, elle incitait à la violence sur le forum Minbar SOS. Elle diffusait des vidéos d'exécution, de décapitation. Elle diffusait des discours de terroristes. Elle encourageait les personnes à rejoindre le djihad en Irak, en Afghanistan. Et c'est finalement seulement sur un point technique qu'elle a pu être arrêtée, parce qu'en effet, les personnes qu'elle avait réussi à convaincre d'aller en Irak ou en Afghanistan sont mortes. Et comme il s'agissait de citoyens français, là, ils ont finalement pu l'arrêter. C'est un peu comme lorsqu'on arrive à arrêter Al Capone pour évasion fiscale. Parfois, il est très difficile d'arrêter une personne pour ce qu'elle a fait de pire, mais il est alors possible de l'avoir pour d'autres crimes ou d'autres délits. En ce qui concerne les femmes et Internet, eh bien, nous avons pu voir le rôle d'Internet dans l'augmentation de la participation féminine. Dans un premier temps, dans les camps d'entraînement, eh bien entendu, les hommes et les femmes étaient séparés. Les femmes ne partageaient pas les camps d'entraînement des hommes. Même les épouses étaient éloignées de leurs conjoints. Mais avec Internet, les choses changent. On n'a pas besoin de présenter son genre. Et donc, on peut être impliqué dans un processus de radicalisation, dans des espaces de chat où il n'est pas nécessaire de préciser qu'on est une femme. En 2004, au mois d'août, nous avons vu le lancement d'Al-Khansa. C'était le tout premier magazine féminin djihadiste sur Internet. À cette même époque, on a vu une augmentation du nombre de femmes djihadistes en Ouzbékistan, au Pakistan, en Somalie. Al-Shabaab, initialement, avait par exemple seulement des membres hommes, mais ils ont ensuite fait appel à des couples hommes-femmes pour cibler des restaurants. Le couple donnait l'impression d'être en plein rendez-vous galant, alors qu'il s'agissait de missions. On a vu beaucoup de groupes affiliés à Al-Qaïda utiliser des femmes à partir de 2005, notamment des femmes occidentales converties. En 2006 et en 2008, le nombre de femmes posant des bombes a augmenté de façon considérable. Il a par exemple été multiplié par 8 en Irak. Il faut aussi savoir que la direction de ces groupes présente une double posture concernant ces femmes. L'imam al-Zawahiri parle du fait que les femmes n'ont pas leur place à Al-Qaïda et pourtant son épouse, au même moment, adresse une lettre aux femmes musulmanes pour les inviter à participer au djihad. Et je ne pense pas que ce soit un problème de communication entre eux. Je pense que cela permet à Monsieur Zawahiri de toucher une génération plus ancienne qui ne voit pas de rôle pour les femmes, alors que son épouse fait appel à une autre génération qui tente de lutter contre une sorte de plafond de verre dans ces organisations. Nous avons également vu la publication du magazine en ligne Al-Shamika en 2011. Là, ici, nous parlons de groupes qui sont des précurseurs de l'État islamique. Et même en 2012, il avait encore été surprenant de voir une femme kamikaze
utilisé pour piéger une voiture en Afghanistan. Le groupe Hezb Islami a fait appel à cette femme pour cibler l'aéroport de Kaboul. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est la suivante, parce que l'État islamique aujourd'hui, l'État islamique fait figure d'exception. C'est un groupe presque rétrograde par rapport à Al-Qaïda. Et donc, la question qui se pose, c'est ces femmes en Afghanistan qui ont eu droit à 20 ans d'indépendance, d'éducation, est-ce qu'elles vont vouloir prendre les armes pour lutter justement contre les talibans? Personne n'a encore pu y répondre. En ce qui concerne l'idéologie islamique, celle-ci a également dû s'adapter. Dans un premier temps, chez les femmes palestiniennes, la première terroriste palestinienne, elle appartenait à un groupe séculier. Et aujourd'hui, nous voyons des femmes palestiniennes qui demandent à pouvoir participer. Vous avez vu l'image avec tous ces hommes terroristes en début de présentation. Aujourd'hui, les femmes demandent le droit à participer. Pendant très longtemps, on leur a refusé la possibilité de participer. Et finalement, aujourd'hui, le djihad islamique offre une place aux femmes. Et donc là, nous avons une génération de femmes qui a effectué des attaques. Et ces femmes-là, ce sont des femmes qui ont accès à une éducation supérieure. Et lorsque des hommes tentent d'analyser l'implication des femmes dans le terrorisme, eh bien, ils vont vous dire quelque chose de type « ces femmes ne sont pas très jolies, c'est pour ça personne ne les épouse, elles n'ont pas d'autre place », mais vous voyez bien que ce n'est pas le cas. Voici un exemple de terroriste tchétchène. Le terrorisme tchétchène fait appel aux femmes de façon massive. Elles représentent un tiers des attentats suicides. Lorsque donc nous regardons aujourd'hui cette attaque qui a ciblé en 2009 le métro de Moscou, il y a eu une double attaque. Ces deux attaques étaient prévues de façon simultanée. Elles avaient finalement 45 minutes d'écart. Et il s'agissait de 2 femmes pour organiser cet attentat, pour mener cet attentat. Pourquoi est-ce qu'on cible autant l'infrastructure, les bus, les métros? On l'a vu au Royaume-Uni, on l'a vu en Israël. Eh bien, c'est parce que dans un espace restreint, limité, comme un bus, un métro, une très petite quantité d'explosifs peut avoir un impact gigantesque. Alors, ce qui est intéressant dans la situation à Moscou, c'est que là, les 2 femmes en question sont extrêmement différentes. Janet Abdurahmanova et Mariam Sharipova. Janet avait 16 ans, elle était mariée avec un djihadiste, elle avait eu accès à très peu d'éducation. Mariam Sharipova avait un diplôme de master, elle enseignait en école. Donc, ce que cela nous montre, c'est que les femmes qui sont intégrées à ces groupes militants, elles peuvent venir de parcours très différents, d'existences très différentes. Alors, effectivement, Al-Qaïda, par exemple, choisit plutôt des femmes occidentales converties sur le tard, avec un parcours un peu difficile, qui les a ensuite poussées à rejoindre un groupe terroriste. Comme ces femmes ne sont pas musulmanes de naissance, comme elles dépendent de traducteurs pour tout ce qu'elles font, vu qu'elles ne parlent pas l'arabe, elles sont faciles à convaincre. On peut facilement leur faire croire que la violence est acceptée par le Coran, même si ce n'est pas le cas. En Irak, sur la période 2006-2008 surtout, nous avons pu voir que pour Al-Qaïda, les femmes sont devenues une arme secrète, une arme de prédilection.
Comme les femmes portaient des vêtements traditionnels très couvrants, très larges, il était facile d'y dissimuler un explosif, notamment au niveau du ventre. Sous de tels vêtements, ça donnait simplement l'impression que la femme était enceinte. Et comme nous avons une série d'idées reçues sur le caractère paisible d'une femme, et ces idées reçues sont encore accentuées lorsque la femme est perçue comme enceinte. C'est devenu tellement habituel comme attaque que, en 2009, l'accès des femmes a été interdit dans certains espaces parce qu'on utilisait trop régulièrement des femmes pour cibler ce type de lieu. Vous avez ici à l'écran une citation de David Russell qui précise bien combien elles sont devenues une arme de prédilection, car elles sont moins susceptibles d'être fouillées et en raison de leurs longues robes noires, leur niqab, sous lesquelles elles pouvaient dissimuler les explosifs. On voit aujourd'hui de plus en plus de femmes dans les groupes djihadistes. C'est le cas au Yémen, c'est le cas au Pakistan. C'était même le cas dès la révolution iranienne. Ce n'est donc pas une idée nouvelle, mais nous la percevons comme telle, surtout en raison de nos idées reçues sur le rôle des femmes, sur ce qu'elles ont le droit de faire ou pas. Et c'est pour ça qu'elle reste encore aujourd'hui une arme secrète. La principale participation féminine, c'est dans le groupe Boko Haram au Nigeria. Il y a une histoire intéressante qui apparaîtra dans mon nouveau livre. Dans un premier temps, les femmes musulmanes au nord du Nigeria, elles avaient de l'affection pour Boko Haram. Elles le percevaient de façon positive. Pourquoi? Bien après, effectivement, après avril 2014, après le kidnapping, l'image a changé. Mais parce que dans un premier temps, lorsque Boko Haram cherchait à obtenir du pouvoir, ils insistaient sur la mise en place de la charia, de la loi islamique. Loi selon laquelle la femme peut être l'héritière de son père. Alors elle n'héritera que la moitié de ce que pourra toucher son frère, mais la situation à l'époque au Nigeria était que lorsque une personne décédait dans une famille, le fils, les frères de la personne décédée se répartissaient le territoire, se répartissaient l'héritage et les femmes ne touchaient rien. Donc, lorsque Boko Haram est arrivé, lorsque Boko Haram s'est engagé à appliquer la charia, eh bien, cela représentait une amélioration de la situation des femmes par rapport à ce qu'elles touchaient jusque-là. Elles avaient aussi une certaine affection pour ce groupe parce qu'ils mettaient en place des règles, notamment sur le droit des femmes à conserver leur dot. Au Nigeria, la dot était reversée à l'époux et Boko Haram disait que non, c'est à l'épouse de conserver cette dot et cela donne une certaine indépendance financière. C'est seulement après 2014, après l'enlèvement des écolières de Chibok, que l'image de Boko Haram a évolué. C'est là qu'on voit véritablement aussi un changement dans l'attitude de Boko Haram face aux femmes. Et c'est là également qu'ils commencent à utiliser des femmes en tant que terroristes pour des attaques suicides. Et là, vous pouvez le voir sur l'image, les explosifs portés de cette façon donnent simplement l'impression sous les vêtements que la femme est enceinte. Alors pourquoi ces groupes terroristes font-ils appel aux femmes? Quels sont les avantages pour eux? Eh bien, le premier, qui est évident, je l'ai déjà mentionné, c'est que utiliser une femme, en raison des stéréotypes que nous avons, permet d'éviter la détection. Et il faut aussi savoir que lorsque les groupes terroristes ciblent
maintenant qui ciblent moins des bases militaires, des postes de police, mais plus des zones, des espaces de civils, eh bien, les femmes y ont un meilleur accès. Il y a également un avantage comparatif. C'est-à-dire qu'un certain nombre de groupes considèrent que les femmes seraient moins utiles en tant que soldats de première ligne, même si de nombreux exemples nous prouvent bien le contraire. Mais nous avons des stéréotypes de genre et les groupes terroristes en font de même. Lorsque j'ai fait de la recherche de terrain au Sri Lanka et ailleurs pour mon livre Bombshell, l'une des choses qu'on m'a dit que les dirigeants terroristes me racontaient, c'est qu'ils trouvaient qu'il était plus facile de sacrifier une femme et qu'elles étaient plus faciles à manipuler. Alors je tiens ici à bien clarifier que ce n'est pas mon opinion, c'est ce que les chefs terroristes me disaient. Donc, la participation des femmes dans le terrorisme violent, bien entendu, ça ne permet pas de faire progresser les droits des femmes. Ça s'inscrit encore dans un schéma patriarcal, surtout puisque ça se base sur une perception par les chefs terroristes des femmes comme plus faciles à manipuler et plus faciles à sacrifier. Un autre élément que j'ai remarqué en préparant Bombshell, c'est à quel point on obtient davantage d'attention médiatique lorsque c'est une femme qui commet un attentat. Vous savez qu'aux États-Unis, les États-Unis ont une durée de concentration très courte, mais lorsque c'est une femme qui commet un acte violent, cela apparaît de façon très régulière, très intensive dans les médias. Lorsque c'est un homme, souvent cela ne fait même pas l'objet du journal télévisé. Au moment de la double attaque sur le métro de Moscou, cette même semaine, il y a eu 2 autres attaques en Tchétchénie. Tout le monde se souvient de l'attaque qui a ciblé le métro de Moscou, mais presque personne ne sait qu'il y a eu d'autres attaques qui l'ont suivi. L'un des résultats de cette couverture médiatique, c'est que lorsque les groupes terroristes choisissent une femme pour une opération, ils vont choisir la femme la plus jolie, la plus attrayante, parce qu'ils savent qu'il y aura beaucoup plus de couverture médiatique, et parce qu'ils savent que lorsqu'une belle femme commet un acte violent, eh bien les médias vont s'y intéresser, se demander « Ah, mais elle est tellement jolie, pourquoi a-t-elle fait ça ?» Et les questions qui vont être posées vont être différentes. Et puis, cela incite les hommes à agir. En effet, cela donne l'impression aux hommes qu'ils sont moins masculins si une femme est prête à commettre un tel sacrifice et eux non. Et puis, lorsque donc on arrive à convaincre une femme, eh bien, on garantit la longévité d'un groupe parce que les enfants ensuite vont aussi vouloir leur emboîter le pas. Les premières années de la vie d'un enfant, la langue, l'idéologie, la vision du monde que reçoit l'enfant, ce sont ceux de sa mère. Là, je vous présente simplement un échantillon de ces femmes desquelles je parle, qui soit ont commis un attentat suicide, soit ont participé à planifier des attentats. Et donc, effectivement, lorsque les chercheurs prétendent que ces femmes ne sont pas jolies, que personne ne veut les épouser, eh bien là, vous voyez bien que ce sont de belles femmes, et certaines d'entre elles même sont mariées, sont mères. Donc, lorsqu'on parle du rôle des femmes dans les mouvements radicaux extrémistes, eh bien, il est important de se défaire de nos propres stéréotypes de genre. En effet, il y a de très nombreuses femmes avec des profils très différents. Et certaines de ces femmes, regardez par exemple Norba Hassan, qui elle pour le coup était chrétienne, pas musulmane, elle aurait tout à fait pu être mannequin. Les femmes de l'État islamique, elles appartiennent à différentes catégories. Alors comme dans le cas d'Al-Qaïda, on a essayé effectivement d'attirer des femmes plus âgées, converties, qui essayent de réparer un drame de leur passé.
On parle par exemple beaucoup de femmes qui ont eu plusieurs enfants avec plusieurs pères différents. D'autres ont rencontré des difficultés avec la drogue, avec l'alcool dans leur jeunesse. Mais donc l'objectif, dans un premier temps, pour l'État islamique, ça a aussi été ensuite de trouver de très jeunes femmes. Lorsque vous voyez Hasnaït Boulesen, Hayat Boumediene, eh ben, on les connaît bien en raison de leur connexion avec de nombreuses attaques terroristes de l'État islamique. Quant à Zahra Alan, elle et sa sœur jumelle sont d'origine somalienne. Aksa Mahmoud, elles ont une vingtaine d'années. Samra Kesinovic et Sabina Selimovic, en bas à droite de l'écran, elles aussi sont très jeunes. Ce sont des filles originaires de Bosnie à Vienne. Donc, si l'État islamique cible si activement les femmes, c'est parce qu'il les considère comme étant très pratiques. Elles leur permettent en effet de faire venir davantage d'hommes dans le mouvement en leur promettant une, voire des épouses, en leur promettant une maison, un salaire. Les femmes qui sont recrutées par l'État islamique, eh bien, ce ne sont pas seulement des femmes occidentales, même si les médias se concentrent principalement sur ces djihadistes occidentales. Parmi ces types de femmes occidentales, il y a deux types de femmes qui sont recrutées. Les femmes les plus âgées, souvent converties, qui après un passé difficile, voient leur conversion comme une façon de se réinventer. Ce sont des femmes qui ne parlent pas arabe. Donc, si on leur dit que telle sourate, telle partie du Coran leur dit que ces meurtres, ces assassinats sont acceptables, eh bien, elles n'ont aucun moyen de consulter le texte et n'ont aucun moyen de véritablement le comprendre. Il est alors facile de les convaincre que voilà ce que dit l'islam. Pourtant, le Coran comprend de nombreuses sourates qui s'opposent fermement à l'utilisation de la violence. Et l'autre groupe de femmes ciblées, ce sont les très jeunes filles, 13 à 17 ans, des femmes mineures. Souvent, il s'agit de filles très investies, de très bonnes élèves. Là, on parle de filles qui ramènent un excellent bulletin à la maison, qui auraient pu avoir un avenir brillant. Ensuite, il y a dans ces groupes des personnes qui sont nées dans des familles musulmanes, mais dans un environnement peu religieux et qui se reconvertissent. Il y a des femmes alors qui sont mariées dès qu'elles rejoignent l'État islamique. Et là, il y a souvent une grande désillusion. Elles pensent souvent qu'elles vont rejoindre l'État islamique pour lutter contre l'impérialisme américain, mais à l'instant où elles arrivent, on leur fait bien entendre que leur rôle, c'est principalement de se marier, d'avoir des enfants. Donc là, effectivement, c'est un rôle qui est beaucoup plus rétrograde, beaucoup plus patriarcal que celui occupé par les femmes dans Al-Qaïda 10 ans plus tôt. Un autre élément très intéressant, c'est que selon les publics, le message est adapté. Par exemple, le message que vous voyez ici, il n'aurait pas forcément parlé à une femme occidentale, mais il y avait une série de vidéos dans lesquelles des femmes de l'État islamique, couvertes par un niqab ou en tout cas portant un voile, conduisaient une voiture. Là, on cible les femmes dans les pays du Golfe, à l'époque où l'Arabie saoudite n'autorisait pas les femmes à conduire. Donc, le message ici, c'est vous serez plus libre au sein de l'État islamique que ce que vous êtes aujourd'hui dans un pays du Golfe où les femmes n'ont par exemple pas la possibilité de conduire. Il y a eu donc une série de vidéos publicitaires, de vidéos de propagande. Un autre message qui revient très clairement, c'est qu'en rejoignant l'État islamique, on trouve l'amour véritable. On peut tomber amoureuse, on peut se marier et ensuite, en devenant une martyre, eh bien cet amour continue au paradis.
Et donc là, à nouveau, il y a un grand stéréotype sur quelle est la priorité pour une femme. Vous voyez sur cette image une femme prête à brûler son passeport. Elle en avait eu besoin peu de temps auparavant. En effet, elle avait fait appel au gouvernement Trump pour obtenir un nouveau passeport pour rejoindre les États-Unis, ce qui lui avait été refusé. Et là, vous voyez que ces femmes sont effectivement très courageuses sur les réseaux sociaux. Elles partagent de telles informations. Et ensuite, lorsque ces femmes essayent de revenir au Royaume-Uni, aux États-Unis, eh bien, il est très difficile pour elles de récupérer à nouveau un passeport, de pouvoir à nouveau rentrer. De nombreuses femmes, de nombreux enfants sont à présent bloqués dans des camps. Mais l'intérêt médiatique qui est apporté aux femmes occidentales est disproportionné, parce que nous savons très bien que la majorité des femmes qui sont impliquées dans Daesh, dans l'État islamique, ce ne sont pas du tout des femmes occidentales. Elles viennent de pays de la région, de Syrie, d'Irak. Il y a, en termes de démographie, des similitudes avec les membres masculins des groupes terroristes, mais on cible médiatiquement les femmes occidentales parce que le résultat est plus choquant. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait différents types de messages selon les communautés ciblées. Et là, il y a par exemple aussi ce message autour de la sororité, du sentiment d'appartenance. Ce qu'on leur dit, c'est rejoignez l'État islamique parce que lorsque vous portez le niqab, lorsque vous pratiquez l'islam avec nous, vous allez obtenir le respect des personnes autour de vous. Le message pour les femmes, c'est que si elles rejoignent l'État islamique, elles seront bien accueillies, elles recevront un traitement adapté, elles sentiront qu'elles appartiennent à une société, à un groupe. Et là, nous allons avoir un autre type de message, celui qui cible les hommes. Et là, au contraire, on se concentre sur la violence, sur la notion d'une sorte de Call of Duty dans la vraie vie. Donc là, on cible des personnes dans les pays occidentaux qui probablement jouent à ce type de jeu. Et là, c'est intéressant de voir qu'on est sur un tout autre type de message que la question de la sororité, de l'appartenance. Là, on leur vend, on leur vend une énergie, un univers qui ressemble à un jeu vidéo. Regardez par exemple le slogan aussi, YOLO, You Only Die Once, qui est un jeu de mots sur le YOLO, You Only Live Once, on ne vit qu'une fois. Et donc, ce qu'on cible ici, ce sont des personnes qui vivent dans une société où elles sont peu accueillies, mal accueillies, notamment par exemple les anciens détenus. Et l'État islamique leur dit qu'ils seront bienvenus chez eux. Donc l'État islamique ne cible pas seulement les meilleurs des meilleurs, non, quelque part il cible tout le monde. Tout à l'heure, je vous ai parlé des femmes qui conduisaient, de ce message de liberté qui ciblait notamment les femmes en Arabie Saoudite. Mais ensuite, il est intéressant de regarder ce qu'ils publient, pas en anglais, en français, en allemand, mais en arabe. Et là, on voit très bien qu'au sein de l'État islamique, une femme ne peut pas se promener, par exemple, seule, sans chaperon, sans être accompagnée, qu'elle ne peut pas participer aux actions violentes, à part dans certains contextes très, très précis. Donc, en arabe, il est marqué de façon très claire que les droits des femmes sont très, très réduits, très limités, que leur objectif, c'est de se marier et d'avoir un enfant. Là, par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'une des choses qu'une femme peut faire, qu'un homme ne peut pas faire, c'est prétendre être enceinte. Je vous avais montré cette image tout à l'heure d'une militante de Boko Haram. Lorsqu'on installe
une bombe sous les vêtements au niveau du ventre, voilà ce qu'on voit. On voit une femme qui semble être enceinte. Là, il s'agit d'une personne au Sri Lanka en 2006. L'objectif était de cibler le général qui était à la tête de l'armée sri-lankaise. Et la base militaire en question permettait aux civils de se rendre dans l'hôpital militaire sur la base militaire. Elle a donc passé plusieurs mois à demander des consultations dans cet hôpital pour se familiariser avec les personnes qui assuraient la sécurité et pour prétendre qu'elle était en cours de grossesse. Et donc en 2006, elle a pu entrer sans difficulté et se faire exploser à proximité du véhicule du général. Alors elle a réussi à tuer qu'elle-même et le conducteur. Le général a pu survivre à l'attaque et il a ensuite détruit plus tard, il a ciblé dans ses attaques justement les groupes terroristes tamouls. Et maintenant, j'aimerais poser la question de la raison pour laquelle les femmes rejoignent les groupes terroristes, les groupes radicaux. Eh bien, il y a ce que moi j'appelle les 5 R en guise de moyens mémotechniques. Il y a cette impression, cette idée d'abord de rédemption. Souvent, elles ont un passé difficile. Ou alors, il y a la question de la vengeance. Souvent, elles vengent la mort d'un proche, par exemple. Elles ont souvent perdu une personne aimée. Je pense par exemple aux veuves noires de Tchétchénie dont les conjoints avaient été exécutés. Souvent, ces femmes ont aussi essayé ces femmes essayent aussi d'obtenir une forme de respect. C'est pour ça qu'elles insistent pour avoir le droit de participer. Elles veulent montrer qu'elles sont tout aussi impliquées dans le djihad. Et souvent, l'un des éléments qui les pousse dans de tels groupes, ce sont les relations amoureuses avec un homme qui fait déjà partie du djihad. Parfois, la relation n'est pas amoureuse, parfois, la fille est simplement la cousine, la sœur d'un terroriste. Dans les attaques de Moscou, par exemple, il y avait de nombreux frères et sœurs qui participaient à l'organisation de ces attaques. Souvent, lors d'une attaque terroriste, l'organisation se fait au sein d'une même famille. Il faut également garder à l'esprit le rôle de la violence sexuelle à l'encontre des femmes. Dans une société patriarcale conservatrice, lorsque la femme est violée, on la considère comme étant coupable de ce viol. C'est elle qui est coupable d'avoir eu un rapport sexuel en dehors du mariage. Donc, que font les terroristes? Eh bien, ils accueillent ces femmes. Vous êtes faites violer, mais vous pouvez nous rejoindre. Bien sûr que vous allez finir par mourir parce que de toute façon, votre frère ou votre père va devoir vous tuer. Mais quitte à mourir, pourquoi ne pas emmener l'ennemi avec vous? C'est une façon de se racheter alors. Et là, il y a une logique circulaire. Et même lorsque les Américains, les soldats étrangers ne sont pas ceux qui sont responsables de ces attaques sexuelles, eh bien, il y a des violences sexuelles, souvent commises justement par les groupes terroristes eux-mêmes. Et là, je vais justement vous parler de Samira Ahmed Jassim. En effet, à ce moment-là, de façon majoritaire, du moins, les soldats américains ne violaient pas les femmes en Irak. Et donc, cette vieille dame a justement coordonné le viol d'un certain nombre de femmes pour ensuite les conseiller, les accompagner, disant que de toute façon, elle risquait une mort certaine, mais que là, en rejoignant son groupe, eh bien, elle mourrait en martyr et plus personne ne se souviendrait de leur viol, de ce qui est perçu comme leur péché. Et en effet, sur les 80
victime du viol qu'elle avait orchestré, 32 femmes ont commis des attentats suicides. Ça veut aussi dire qu'il y a une cinquantaine de ces femmes dont nous ne savons pas ce qu'elles sont devenues. Dans la propagande de tels mouvements, on revient aussi régulièrement sur l'idée que les femmes sont des victimes, que leur chasteté est attaquée et qu'il convient donc que les hommes musulmans les défendent, qu'ils doivent protéger leurs sœurs en islam. Ce n'est pas lié seulement au mouvement islamiste. On a vu exactement le même type de raisonnement au sein de l'IRA en Irlande. On annonçait alors que les femmes étaient violées, qu'elles étaient agressées, notamment par les soldats britanniques. Et donc, c'est une tactique très ancienne, très efficace, et qui, du coup, n'appartient pas seulement à l'État islamique et n'appartient pas non plus seulement au pays où est encore en place ce type de code de l'honneur. Et effectivement, si nous parlons de violences sexuelles, nous ne pouvons pas ignorer la situation des victimes. Je pense que je n'ai pas besoin ici de parler des milliers de femmes yézidis qui ont été enlevées sur le mont Sinjar en avril 2014. Bon, 2014 a été une année terrible. Et il y a donc eu des attaques contre elles en avril, puis en août. Elles ont été enlevées et elles n'ont pas toutes été retrouvées. Pour certaines, nous ne savons pas si elles ont été assassinées ou vendues ou ce qu'elles sont devenues. Et là, il appartient donc vraiment à la communauté internationale de rendre justice à ces victimes yézidis. Et alors, les femmes dans l'État islamique n'ont peut-être pas été sur les premières lignes, mais elles ont très clairement commis des crimes en participant à la brutalisation de ces femmes yézidis. Mon collègue Scott Atran a effectué de nombreuses recherches autour de la communauté yézidi et on voit souvent combien ce sont les femmes yézidis qui ont subi de plein fouet la violence de l'État islamique. Concernant les mariages forcés, l'esclavage sexuel, eh bien, aujourd'hui encore, c'est un problème qui doit être présenté à la Cour pénale internationale. L'État islamique a profité de jeunes femmes utilisées comme des esclaves sexuels pour recruter des terroristes et ils en ont également tiré des bénéfices financiers, des bénéfices idéologiques. Nous savons que cette situation est absolument terrible. De nombreuses personnes ont quitté les pays en question pour émigrer dans les régions occidentales. Ce n'est pas une chose de laquelle on se remet facilement. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on fait autant appel aux violences sexuelles, parce que cela a un impact sur le très long terme sur une personne. Contrairement aux autres types de violences, disons que cela a une façon de toucher les personnes d'une façon beaucoup plus intime que tout autre type d'attaque. Tout à l'heure, je demandais pourquoi les femmes souhaitaient participer. Eh bien, les groupes djihadistes donnent un message très dangereux aux femmes en disant que le mieux qu'elles puissent faire pour leur communauté, c'est de se sacrifier. C'est le cas, par exemple, de Wafa Idriss, qui est la première à avoir commis un attentat suicide en tant que palestinienne, et elle a ensuite inspiré de nombreux romans. Elle a donné son nom à un camp de formation pour la jeunesse. Elle est donc devenue très célèbre, justement parce que elle rentre
Elle avait ce profil assez intéressant où elle avait été quittée par son mari parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants et elle était une honte pour sa famille. Elle était devenue ensuite une source de fierté. Le message, c'est donc cela. On est plus puissante morte que vivante. Et on le voit dans la façon dont ces femmes sont représentées sur des posters, sur des graffitis. Vous voyez aussi ici une image d'une petite fille déguisée avec une fausse ceinture d'explosifs. Et je vais m'arrêter ici. Je me tiens donc prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre attention et pour ce temps que vous m'avez accordé. Merci. Merci beaucoup, Mia, pour cette présentation. Et là, on va vous laisser la parole. D'abord, dans un premier temps, à Monsieur Geoffroy Klimpel pour voir s'il a des questions sur le chat. À travers cet exposé, en fait, Mia, peut-être que je fais le lien avec le moment où j'ai intervenu un peu plus tôt, la question du tabou du corps de la femme. Comme si les femmes étaient le réceptacle, en fait, des frustrations des hommes, le réceptacle au niveau corporel par le biais de viols qui peuvent être répudiés verbalement, comme ça, et elles redeviennent tabous au final. Et on leur fait miroiter quelque chose d'une possible place qui dure pas très longtemps, au final, si j'ai bien suivi. Je vais m'arrêter là-dessus, mais il y a effectivement plein de choses. Mais la femme utilisée comme réceptacle de frustration des hommes. Oui, c'est justement ce qui fait le lien entre tous les groupes terroristes, même à l'extrême droite, les groupes néo-nazis, les incels. Il y a justement cette notion que les femmes manquent d'autonomie, qu'elles sont juste là en tant que réceptacle des frustrations des hommes. C'est quand même étrange qu'ils arrivent tous à se mettre d'accord sur cette chose-là, quel que soit le groupe. Et c'est bien cette vision négative des femmes. Mais j'ai l'impression que les femmes sont perçues justement comme une récompense pour l'homme. Elles sont donc instrumentalisées. Elles sont vues comme des machines à faire des bébés. Alors, je ne veux pas dire que ça, c'est juste l'État islamique. C'est vrai en Texas aussi aujourd'hui. Donc, cette vision conservatrice de la femme comme simple productrice de la prochaine génération, cette femme qui est seulement une épouse et une mère, et qui sera donc soit offerte à un homme en tant que récompense, c'est ce qui a été fait avec les combattants de l'État islamique, on attend d'elles qu'elles produisent des enfants, et lorsqu'elles subissent un viol, elles sont considérées comme endommagées. Et donc, au nom d'un code de l'honneur, eh bien, elles doivent mourir parce qu'elles suppriment, elles ont atteint l'honneur de leur famille. Elles ne sont donc pas répudiées, elles sont assassinées. Ces codes-là n'existent pas seulement dans l'islam. Au Sri Lanka, en Inde, les femmes violées sont invitées à se suicider. Donc, il y a des taux de suicide gigantesques. Et donc là, effectivement, on peut aussi dire la même chose. Quitte à vous suicider de toute façon, mais vous pourriez peut-être utiliser cette bombe-là au passage. Donc, je pense qu'effectivement, pour ces groupes, la valeur accordée à une femme est tellement faible. Il y avait un cas en Irak où une jeune fille voulait devenir médecin et sa famille en riait. Ça ne va pas se passer. Mais par contre, si tu veux aider ta communauté, eh bien, tu pourrais épouser ce djihadiste et tu pourrais aller poser une bombe. Si nous connaissons cette histoire, c'est parce que certains des câbles que portait cette jeune fille dépassaient de sa tunique, de la longue robe qu'elle portait. Et comme les câbles dépassaient, elle les avait mal rangés dans ses vêtements, et donc les policiers irakiens ont pu l'arrêter, retirer la bombe. C'est pour ça que nous connaissons l'histoire, c'est pour ça que nous savons comment elle avait été recrutée, mais seulement parce qu'elle a échoué. En effet, pour moi, c'est très difficile de conduire des entretiens avec les attaquantes, les terroristes qui ont réussi à se suicider.
Donc effectivement, elles sont la source et le réceptacle des frustrations des hommes. Votre présentation m'a beaucoup intéressé parce qu'elle m'a fait penser à plusieurs suivis que nous avons. Et je me demandais si vous pouviez préciser en quoi l'engagement de ces femmes ou les jeunes femmes dans la lutte armée et dans le suicide pouvait être une vengeance. Et une vengeance de quoi? Parce que c'est quelque chose que j'entends souvent dans nos accompagnements. Alors, on est familiarisé avec cet aspect de la vengeance parce que dans un certain nombre de cas, je vais vous donner un exemple. Je reviens 15 ans plus tard. Une fille se lève et dit « Bon, les soldats ont tué mon fiancé, ils ont tué mon frère. » Et le soir même, elle est contactée par des recruteurs qui lui demandent « Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas y répondre ?» Donc, l'idée, c'est de venger le décès d'un proche, d'une personne aimée, qu'il s'agisse d'un amour romantique ou d'un membre de votre famille. C'est une façon d'honorer la mémoire de la personne perdue. Cela fait partie quelque part des étapes du deuil. Là, on est dans la colère, on conserve la colère et on agit sur cette colère qui s'inscrit dans un deuil tout à fait normal. Souvent, alors, on parle simplement de vengeance. Quand on s'intéresse, par exemple, à ces femmes tchétchènes, les veuves noires, le plus souvent, elles vengent la mort de leur conjoint. La photo qui circule de cet attaquant tchétchène, eh bien, on la voit sur les genoux de son mari. Et son mari a été tué par des services de sécurité. Donc, lors de l'attaque de mars 2009 qui ciblait le métro de Moscou, eh bien, on en a tout de suite conclu qu'elle avait été radicalisée par la mort de son conjoint. Néanmoins, on la voit déjà photographiée avec une arme sur les genoux de son mari. Donc, je pense qu'il est dangereux de voir la radicalisation exclusivement à travers le prisme de la vengeance. Mais c'est souvent un moyen de faire passer la personne d'une perception, d'une idéologie radicale à l'exécution d'une action terroriste. C'est là que la vengeance joue un rôle essentiel. En effet, je pense qu'il est important de le dire, beaucoup de personnes ont des idées radicales. Mais passer d'un système de pensée radical à une action terroriste, il n'y a qu'un très petit pourcentage de personnes, heureusement, qui franchissent ce pas. Et donc, lorsqu'on essaye de comprendre ce qui fait franchir ce pas-là, qu'est-ce qui pousse les personnes à exécuter un tel acte, eh bien, il suffit pas d'être en colère. Il faut être en colère et il faut que quelqu'un exploite cette colère. Et donc, pour moi, cette vengeance, parfois, on se concentre trop là-dessus. Parce que, bien entendu, lorsque les personnes analysent ces situations, elles le font au prisme de leurs propres stéréotypes de genre. Donc, forcément, ils imaginent que c'est un homme qui a poussé cette femme à agir. La femme ne peut pas s'être radicalisée toute seule, il faut que ce soit passé par un recruteur, par son époux, soit on l'a forcée, soit on a réussi à la persuader. Mais on oublie facilement les groupes de femmes qui sont à l'origine de radicalisation. Lorsqu'on parle par exemple des attaques de San Bernardino, et où il s'agissait de savoir si Farouk lui-même a été radicalisé ou si c'était son épouse qui l'avait radicalisé lui, eh bien, la question se pose dans notre sens. Donc, oui, dans certaines situations, les femmes sont des victimes et notamment en Bosnie, en Europe de l'Est, elles se font d'avoir. Parfois, elles imaginent, par exemple, qu'elles sont emmenées en Turquie pour un poste et finalement, elles sont recrutées au sein de l'État islamique. Quand elles s'en rendent compte, il est déjà trop tard. Il y a différents modèles, de très nombreux modèles. Merci. Lola Rosé, je travaille pour Toulouse Métropole. Je me demandais en fait ce qu'il advenait des fillettes, des femmes, enfin des filles mineures dont la mère était décédée après avoir
elle s'est suicidée ou elle a posé une bombe. Qu'est-ce qu'il advenait d'elle? Merci. So we only have a few cases where Alors, il n'y a que quelques instances où il y a des filles. Parce qu'en effet, c'est pas l'État islamique qui utilise des femmes pour les attentats suicides. Donc, il faut qu'on revienne quelques années plus tôt. Donc, généralement, lorsque c'est une très jeune fille, elle va être confiée à ses grands-parents paternels. Il y a un certain nombre de règles concernant l'âge jusqu'auquel, à partir duquel l'enfant appartient à la famille de la mère ou à la famille du père. Donc, il y a peu de cas où il faut vraiment se poser la question de ce qui va se passer avec la fille. Les Palestiniens, assez étonnamment, ont fait une sorte de publicité digne de carte de vœux. Donc, ils ont une publicité avec cette espèce, ces images un peu toutes faites, faciles. Dans cette publicité, on voit la mère préparer la bombe et la petite fille demander est-ce que c'est un cadeau pour moi, maman? Donc, c'est terriblement kitsch, très superficiel. Et il s'agit bien là de montrer que la mère choisit, préfère participer au sein du groupe terroriste plutôt que d'être une mère. Siad Farouk et son épouse, au moment où ils ont commis donc une attaque sur le lieu de travail, sur son lieu de travail à lui, et là, je ne sais pas du tout ce qui est advenu de leur enfant. Et parfois, on ne peut pas le savoir, tout simplement parce que l'enfant risque d'être stigmatisé pour toujours. Si on connaît leur nom, si on sait où ils sont. Samantha Lassani, par exemple, qui est revenue de l'État islamique avec ses enfants, eh bien, l'un d'entre eux apparaissait dans un film de propagande de l'État islamique. Aujourd'hui, il est de retour aux États-Unis, mais on ne connaît pas son nouveau nom, on ne sait pas du tout où il est, et c'est surtout pour le protéger de la stigmatisation qui va avec le fait d'avoir été affilié à l'État islamique. Je pense que c'est pour ça que nous n'avons pas accès à ces informations. Et en plus, il y a peu de cas quand même où ce sont des femmes qui commettent un attentat suicide et qui ont de jeunes enfants qui sont ensuite laissés seuls. Suite aux enquêtes que vous avez effectuées sur le terrain, et selon l'analyse que vous avez faite des femmes et de leur vécu, est-ce que vous pensez, pas forcément celles qui ont été des femmes bombes ou qui ont été des femmes suicidaires, mais est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité de les entraîner dans un processus de désengagement ou pas, où leur engagement est tellement profond qu'il n'y a aucune alternative? Well, so I'm going to say something that makes me perhaps sound naive. Alors, je vais dire quelque chose qui va peut-être donner l'impression que je suis très naïve. Moi, je pense qu'il y a une réhabilitation possible pour tout le monde. Aucune cause n'est perdue. Donc là, il s'agit effectivement de comprendre que pour certaines de ces femmes, la participation à ces mouvements, bon, vous vous souvenez des différents messages, la façon dont on ciblait les hommes, c'était tuez-les où vous les trouverez, jouez à Call of Duty dans la vraie vie, vous êtes sortis de prison, mais maintenant on peut vous offrir un vrai avenir. Pour les femmes, non, les messages. Pour les femmes, le message, c'est la sororité, l'appartenance, trouver l'amour. Du livre de Anne Erez, qui est publié en français, et qui présente, elle raconte comment elle a fait semblant d'être Mélodie, 15 ans, convertie à l'islam. C'est le début de la guerre civile syrienne. Et donc, elle commence à communiquer avec des membres de l'État islamique sur Skype, sur les réseaux sociaux. Et la façon dont il cherche à recruter Mélodie, eh bien, il va poser des questions de type est-ce que tu veux avoir des enfants? Est-ce que tu veux sauver les pauvres petits orphelins? Et donc oui, bien sûr, la réponse est toujours oui. Donc,
Là, bien sûr, d'un point de vue psychologique, on essaye ici de comprendre les motivations. Il faut accepter que ce sont des phénomènes extrêmement complexes. Lorsque les femmes s'impliquent dans ces mouvements sur la base d'une forme d'altruisme, pas en raison de colère, de vengeance, ou alors si elles s'impliquent parce qu'elles ont été elles-mêmes des victimes et que c'est une réponse à ça, eh bien entendu, il y a une réhabilitation possible pour ces femmes parce que cet altruisme, il peut être canalisé dans une toute autre direction pour quelque chose de très positif. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai écrit récemment un livre justement sur QAnon et là aussi, la question c'est est-ce que vous voulez sauver les enfants? Est-ce que vous voulez sauver les enfants? Est-ce que vous voulez sauver les petits orphelins? Le message est toujours un peu le même. Les femmes qui sont en colère, qui sont violentes, cette réhabilitation, elle serait peut-être plus longue, plus difficile. Mais je pense que c'est important de comprendre quel était le facteur initial, la motivation à l'origine de ce mouvement, de cette radicalisation. Et il peut y avoir parfois justement des reproches, des critiques qui sont justifiées. Lorsque, par exemple, le port du hijab en France est interdit, lorsqu'on débat sur le droit au burkini, eh bien, ces femmes-là qui sont concernées, elles vont considérer qu'elles ont des reproches légitimes à apporter à la société. Donc, si en tant que société, on se penche sur ces problèmes, eh bien, c'est aussi une façon de permettre la réhabilitation de ces femmes. Donc, je pense que c'est important de ne jamais abandonner quiconque, de ne jamais baisser les bras. Certaines des femmes qui ont été recrutées par l'État islamique, elles ont été recrutées à l'âge de 15 ans. Shamima Begum, qui fait partie de ces filles qui ont disparu en 2015 à Londres, eh bien, elle avait 15 ans. À 15 ans, on n'est même pas responsable légalement de ses propres actes. On ne pourrait pas être présenté devant un juge. Et le fait que Priti Patel au Royaume-Uni a refusé de la laisser revenir, elle a fait cette demande de retourner au Royaume-Uni alors qu'elle était enceinte. Elle a perdu son bébé parce qu'elle vivait dans des conditions dans lesquelles elle n'avait pas accès à de l'eau potable. Et dans de telles conditions, on perd parfois un enfant. Et là, le problème, c'est que en voulant protéger nos communautés de l'influence extrêmement négative des djihadistes, eh bien, nous négligeons des enfants au point de les laisser mourir. Et ces enfants ne sont pas responsables de leur lieu de naissance, ils ne sont pas responsables de leurs parents, ils ne sont pas responsables des conditions de leur naissance. Ce sont des enfants, et ils méritent d'avoir une chance. Donc, ma position sur cette question, c'est toujours de laisser rentrer les femmes et les enfants. Si les femmes ont commis des crimes, notamment des crimes contre les yézidis, mettez-les en prison. Tenez-les responsables de leurs actions, faites-les payer, mais ne les laissez pas simplement là-bas. Parce que les laisser dans ces camps, ce n'est pas une solution pour le long terme. C'est un choix sur le court terme, c'est un choix politique. Il s'agit simplement de protéger ses arrières. Personne n'a envie de prendre une décision et d'être ensuite tenu responsable en cas de conséquences négatives. Mais déjà, je pense que le système carcéral américain, en termes de réhabilitation, n'est pas excellent. Et le système français, à ce niveau-là, comme le système américain, ne reflète pas forcément la population. Il y a notamment une grande proportion de musulmans dans les prisons et l'emprisonnement des personnes pourrait mener à une radicalisation supplémentaire. Donc, si nous voulons effectivement faire appel au système judiciaire, au système carcéral, eh bien, il va peut-être falloir améliorer notre système judiciaire, notre système carcéral. Il faut également proposer justement de meilleures portes de sortie. Il faut que ces personnes, on leur donne une autre possibilité.
La majorité des personnes à qui on propose de faire table rase du passé après des événements pareils vont saisir cette possibilité. Et là, une personne pose une question concernant le rôle des femmes dans le génocide rwandais. Alors, en ce qui concerne le rôle des femmes dans le génocide rwandais, eh bien, à part dans le procès Jean-Paul Arcaïsou, on en a vu très peu. On en a très peu parlé parce que c'était très difficile pour les personnes d'accepter que des femmes pourraient effectivement participer aux violences sexuelles à l'encontre d'autres femmes. Il y a des choses terribles qui se sont passées et on a du mal à en parler. Je pense que la situation au Rwanda, c'est une question extrêmement complexe. En 2019, lorsque j'ai essayé de poser cette question, eh bien, personne ne veut en parler. Donc, moi, je n'ai pas pu en tirer beaucoup d'enseignements que je pourrais à présent appliquer justement à la question des femmes djihadistes. Lorsque j'ai essayé d'aborder ce sujet, eh bien, Rwanda, il y a un point de vue un peu différent et on considère qu'on n'en parle pas. Moi, je dis, mais si on n'en parle pas, on ne va pas en tirer d'apprentissage. On n'apprend rien. Et on m'a répondu avec beaucoup de frustration. Les questions n'ont pas été très bien accueillies. Donc, je n'ai pas poursuivi ces recherches-là. Il y a une question là, Johanna, qui écrit « L'interdiction des femmes françaises d'exercer une profession en portant le hijab l'assigne à résidence et crée un climat d'oisiveté, surtout si elle est célibataire et jeune. Forcément, elle sera plus sensible aux thèses djihadistes, à mon humble avis. Qu'en pensez-vous » You know, this was something that I read in the book, what was it called? Alors, The Guest House for Women. J'ai lu un livre, The Guest House for Women. Ce livre, il s'appuie sur des entretiens avec des femmes djihadistes qui ont rejoint l'État islamique. L'une d'entre elles était allée à l'école avec un hijab et a été renvoyée de l'école ce jour-là. Et c'est ça qui a participé à la radicaliser. C'est là que c'est compliqué. Alors effectivement, moi, je ne porte pas le hijab, je ne porte pas de foulard. Mais nous avons vu, là je vais remonter un peu en arrière, on revient à la révolution en Iran. Une femme porte, que ce soit un foulard ou un tchador complet, et c'était leur façon à l'époque d'exprimer leur opposition au gouvernement. Lorsque je vivais au Caire, les femmes à l'université, leur mère, leur grand-mère ne portaient pas ces vêtements traditionnels, mais elles, oui. Et leur explication, c'était que dans ce cas, lorsqu'elles étudiaient avec des hommes, personne ne supposerait qu'elles avaient eu un comportement inapproprié. Donc les raisons derrière le port du hijab, elles ne sont pas toujours religieuses et elles ne sont certainement pas toujours liées au fondamentalisme religieux. Certaines portent le hijab pour ne pas être traitées comme des objets sexuels. Certaines le font pour pouvoir aller étudier, pour pouvoir travailler, pour que leur famille ne suppose rien au sujet de leur mode de vie. Moi, je pense que lorsqu'on interdit quoi que ce soit, sachant qu'au Canada, c'est interdit également, les symboles religieux sont interdits au Canada également. Sur la base justement de cette volonté de laïcité, eh bien, il y a toujours beaucoup de réticences parce que cela également, au niveau technique, des impacts sur les juifs orthodoxes, le port de la kippa par exemple. De nombreuses femmes juives orthodoxes portent une perruque, ce genre de choses. Et moi, je pense que là, ça n'aide pas du tout. Ces interdictions n'aident pas du tout à l'entretien de bonnes relations interconfessionnelles. Alors, je comprends qu'on ne souhaite pas un niqab qui couvre tout le visage sur une photo de carte d'identité ou de passeport, parce qu'effectivement, on ne peut pas identifier une personne de cette façon-là. Il y a des éléments qui relèvent du privilège, d'autres relèvent du droit. Le droit à l'éducation, le droit au travail,
le droit à certaines libertés. Après, voyager, par exemple, c'est un privilège. Donc, là où il y a des privilèges, on peut effectivement être un peu plus strict sur les règles du jeu, par exemple, sur ce qu'on peut voir sur une photo. Mon passeport canadien, je n'ai pas le droit de sourire dessus. Aux États-Unis, je pourrais sourire sur une photo de passeport. Bon, ce sont les règles du jeu. Si vous voulez un passeport, eh bien, il faut que la photo respecte un certain nombre de règles du jeu. Elle doit avoir une certaine couleur, une certaine taille. On n'a pas le droit de sourire. Il faut que ce soit l'intégralité du visage. Mais ça, ce n'est pas la même chose que si on me disait « Tu n'as pas le droit de porter pantalon ». Interdire aux femmes de porter un hijab au travail, c'est comme forcer une femme à porter une jupe et des talons au travail. Et autrefois, ça a été le cas aussi, que les femmes n'avaient pas le droit de porter de pantalon. Donc je pense qu'on devrait laisser les femmes porter ce qu'elles veulent. À part quelques tendances que je trouve absolument ignobles, mais plaisanteries mises à part, on ne devrait pas dicter aux femmes, quel que soit le groupe auquel elles appartiennent, ce qu'elles ont le droit de porter ou pas au travail, si ce n'est que cela rentre en contradiction avec les tâches à accomplir au travail. Et c'est là où, effectivement, je ne suis pas en accord avec les politiques françaises. Et si justement cela implique que la femme ne peut pas travailler, qu'elle reste à la maison, et bien oui, le résultat, c'est que vous avez une femme qui n'a pas accès à l'éducation, qui ne peut pas participer à la société au niveau financier et économique. Donc, sur le long terme, vous n'avez rien fait de positif, à part stigmatiser une communauté. Et oui, merci, c'est effectivement Azadeh Moaveni, Guest House for Young Widows. Alors, il y a deux cas, deux exemples, une fille française, une fille allemande, où les filles ont été rejetées en raison du port du hijab. L'une a été exclue de son école jusqu'à ce qu'elle accepte de retirer son hijab. Et du coup, tout son réseau d'amis a commencé à porter le hijab. Et l'autre était dans un très mauvais... rencontrait de grandes difficultés dans son mariage. Et donc, elle s'est tournée vers la religion pour éviter son mari. Et donc, sa porte de sortie, ça avait été la religion. En se consacrant à la religion, elle pouvait ensuite le rejeter à cause de son manque de participation religieuse. Alors, la vengeance, je ne sais pas. En tout cas, cela alimente certainement un certain nombre des causes de non-satisfaction par rapport à la société. Et donc, il y a des reproches, une insatisfaction qui sont alimentées par de telles décisions. Tout à fait. Sorry, I didn't mean to make it sound like it's a précision. But Non, je voulais pas que cela passe pour une précision, mais je pense effectivement que la vengeance, c'est souvent... il s'agit plus de venger la mort de quelqu'un. Et Guillaume a une question. Oui, une petite réaction, parce que la question du voile, je crois qu'on va l'aborder dans un autre webinaire, mais la question, elle n'est pas tant dans la place publique ou au travail, si ce n'est pour les fonctionnaires, que la question de l'école. Et il me semble qu'il y a une réflexion depuis longtemps sur la place des signes religieux, mais bien au-delà des signes religieux, des signes d'autres appartenances qui pourraient être également politiques, par exemple, qui sont bannis de l'école publique. Et l'idée, il me semble, en écoutant les philosophes travailler sur ce sujet, c'est surtout de permettre aux enfants de ne pas être assignés à une identité qui serait déjà prédéterminée par leurs parents et leur permettre, dans un espace circonscrit qui est l'école, de développer leur propre identité, une identité singulière de citoyen. Et donc, c'est surtout ça, c'est cet espace-là, individuel, qui leur permettent de construire cet espace-là, qui pourrait ainsi se différencier d'une assignation justement identitaire, culturelle, qui leur serait imposée par la famille ou par la société globalement. But certainly at a certain age, first of all, Mais bon, à un certain âge, les enfants, de toute façon, ne sont pas assez sophistiqués pour justement toucher au bouddhisme, à l'hindouisme, à l'islam, au christianisme. Et dès qu'on arrive dans chacune de ces religions, on a en plus de toute façon tout un buffet d'interprétation. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On est dans une famille et
comme c'est généralement la mère qui prend le plus soin de l'enfant pendant les premières années, et bien du coup, c'est l'enfant apprend de sa mère une langue, une culture, des traditions. C'est souvent les mères qui emmènent les enfants à l'église, par exemple. Donc, de la même façon qu'on ne forcerait pas des bonnes sœurs à se découvrir. Alors, je sais que c'est peut-être le raisonnement derrière ce que vous dites, mais pour le reste du monde, ça paraît vraiment seulement comme de l'islamophobie. Parce qu'on ne l'applique pas sur toutes les différentes fois. On ne va pas voir les enfants catholiques pour leur dire non, tu ne veux pas être catholique, on va te donner un cours sur les 15 autres options religieuses qui existeraient. Et puis maintenant, tu vas rentrer à la maison et puis tu vas te battre avec ta famille parce que toi, tu as décidé que tu voulais devenir bouddhiste. Je veux dire, à ce moment-là, il faut pousser cette logique jusqu'au bout. Potentiellement, en créant un espace dans lequel l'enfant, effectivement, n'a pas besoin d'être identifié à la religion de ses parents, mais là, vous créez éventuellement de très nombreux conflits interfamiliaux. Il y aura de toute façon du conflit lorsque les parents appartiennent à une génération, les enfants à l'autre, forcément. Donc déjà là, les enfants ne parlent plus forcément la langue de la famille. Ou alors ils ne la maîtrisent pas aussi bien. Le frère d'un ami a été adopté en Israël. Il est d'origine éthiopienne. Et je parle mieux l'amharique que lui. Il y a des personnes qui seraient très blessées, vexées par le fait que cette famille blanche n'a pas offert à cet enfant sa propre culture, sa propre langue, sa propre histoire. Donc, je ne pense pas que le fait de créer un espace qui renforce la différence avec les parents, cela apporte un quelconque bénéfice. C'est peut-être ce que le gouvernement français dit, mais à part si on applique ça de façon très stricte, donc interdit de porter une croix autour du cou, interdit de porter une étoile de David. On force à ce moment-là également les Sikhs à retirer leur turban. Et parce que là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on dit qu'il y a une culture, une interprétation de la culture laïque française. Une seule. Et je ne pense pas que ce soit l'objectif d'un quelconque État. Mais ce qui se passe avec ces lois qui ciblent le hijab dans les pays occidentaux, c'est que après, on veut bien... on va falloir l'appliquer à tout le monde. Et du coup, le résultat, c'est que ça finit par s'appliquer à tout le monde qui n'est pas chrétien. En effet, un juif orthodoxe qui travaille dans un hôpital ne peut pas porter de kippa ou le chapeau noir. Nous avons des identités religieuses, politiques. Alors, moi, j'ai effectivement mon drapeau arc-en-ciel à l'arrière pour que vous sachiez justement quelles sont les causes que je soutiens, comment je m'engage dans la société. Mais nous sommes des individus complexes avec de nombreuses identités qui se mêlent, qui nous composent. Donc, essayer de séparer un enfant de cette identité-là, je ne vois pas où il peut y avoir un résultat positif là. Alors, il faudrait me montrer à quel moment ça a un impact positif. Parce qu'on le sait très bien dans les situations d'adoption, par exemple, que les enfants qui perdent l'identité d'origine ont parfois ensuite des séquelles à cause de cette séparation-là. Johanna is interested in assimilation. Johanna s'intéresse à l'assimilation. Et effectivement, c'est intéressant parce que aux États-Unis, toute l'idée du melting pot, la statue de la liberté qui accueille ceux qui arrivent. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il était une fois en France de nombreuses langues françaises. Vous savez qu'encore aujourd'hui, il existe des différences régionales linguistiques entre Paris et le reste de la France. Il y a différentes façons de prononcer les choses. Et la théorie, c'est que les journaux ont été imprimés à Paris. Donc partout, pour pouvoir lire le journal, il fallait adapter son français pour qu'il corresponde au français de Paris. Donc lorsqu'on parle d'assimilation, même en France, même entre des groupes catholiques français, il n'y a pas eu au début un groupe uniforme.
il y a eu l'assimilation à une région dominante. Le français de Paris est bien entendu différent de celui d'autres régions du Languedoc, de Nice, ou que ce soit, à l'origine en tout cas. C'est pour ça que lorsque vous lisez de vieux manuscrits, lorsque des textes du XIIIe, du XIVe siècle par exemple, mais c'est la même chose que lorsque moi je lis Shakespeare dans l'ancien anglais. Mais en raison de l'imprimerie, en raison d'une notion d'appartenance nationale, eh bien, la langue s'unifie. Lorsque je parle français, moi, je ne parle pas le même français. À la Nouvelle-Orléans, les Cajuns, cela fait des siècles qu'ils parlent français. Ils étaient francophones en arrivant aux États-Unis. Vouloir avoir une langue assimilée, certes, c'est pratique. Et effectivement, c'est compliqué aux États-Unis de comprendre que certaines personnes peuvent être là depuis plusieurs générations et ne parlent pas anglais. Il y a des Américains qui le vivent extrêmement mal d'ailleurs. Mais je pense que le problème, c'est qu'on suppose ici qu'il y a une idéologie dominante, une culture dominante qui n'est pas la culture du groupe cible. Alors, je connais bien la situation aux États-Unis, mais j'imagine que c'est le cas en France aussi. Notre culture a beaucoup évolué. Nous utilisons aujourd'hui des termes en anglais américain qui sont originaires du yiddish. Qu'est-ce qu'on mange aux États-Unis? Des bagels. Les bagels et le cream cheese, ou alors les hot dogs qui sont apportés par les migrants allemands, les hamburgers, ça vient d'Hambourg. Il n'y a rien aux États-Unis qui soit exclusivement américain. Le ketchup, c'est originaire de Chine. Il n'y a rien d'américain, aucune musique, aucun aliment. God Save America a été écrit par 3 immigrants juifs à Broadway. Il s'agissait de personnes qui venaient d'émigrer aux États-Unis. Et je pense que ce qui est important ici, c'est qu'en France, la différence, c'est que la France existait comme une entité bien avant nombre de ces vagues de migration. Et donc, le problème, c'est qu'il y a une difficulté, non pour les musulmans, de s'assimiler à la culture française. Non, c'est la culture française qui a du mal à assimiler toutes ces nouveaux visages, ces nouvelles versions de sa société. Une société n'est pas une réalité fixe, elle évolue. Lorsque je dis en anglais, par exemple, I don't want to schlep over, je ne veux pas me traîner jusqu'à schlep, c'est un terme qui vient du yiddish. Et même lorsque je parle à mes enfants, j'utilise également des termes comme le flouze, l'argent. Flouze, initialement, ça vient de l'arabe, c'est le terme arabe pour l'argent, et on l'utilise ici en France aussi, librement. Donc, lorsqu'on tient à l'assimilation, eh bien, il faut que l'assimilation elle se fasse de façon bilatérale. Il faut qu'une culture accueille l'autre. Au Royaume-Uni, l'un des plats les plus populaires, ce sont les pommes frites, qu'on appelle French fries, donc pour patates françaises, avec une sauce au curry. Donc là, vous voyez bien les différentes cultures qui se rejoignent. Lorsque les cultures se rejoignent, il y a forcément des tensions, mais l'assimilation ne doit pas se faire que d'un côté. Il faut bien que ce soit un processus qui vienne des deux côtés à la fois. Monsieur Abbas-Niari, qui est éducateur PJJ, à l'UAJ de Poissy. Je vais lire en attendant, et si vous le souhaitez préciser, les femmes reconverties ou converties sont-elles plus déterminées que les femmes nées et ayant grandi dans la tradition musulmane, car plus de choses à prouver? C'est l'une des explications pour lesquelles qu'on propose au fait que les femmes converties sont aussi strictes dans leur application. Et je pense que oui, c'est en tout cas partiellement vrai. Alors les femmes qui se reconvertissent, elles souffrent du fait qu'elles ont un pied dans une société, un pied dans l'autre. Il y a donc l'impression d'être un peu perdues. Elles n'appartiennent pas véritablement à la culture de leur famille, elles n'appartiennent pas vraiment à leur nouvelle culture qui va les percevoir comme étrangères. Et donc là, effectivement, ce contexte psychologique, ce sentiment d'être perdu, de ne pas appartenir à un endroit,
cela peut pousser des personnes à s'accrocher, à être attirées par des interprétations plus radicales de l'islam. Il faut aussi garder à l'esprit que la grande majorité des musulmans ne sont absolument pas radicaux. Alors, je sais que la France, l'Allemagne ont peut-être un taux de radicalisation un peu plus élevé que celui que nous avons aux États-Unis et au Canada. Et on a toujours attribué cela, d'une part, aux possibilités qu'on donne aux musulmans aux États-Unis par rapport à celles que reçoivent les musulmans en Europe. Aux États-Unis, la population musulmane a en moyenne des revenus plus élevés, un niveau d'éducation plus élevé que la moyenne. Vous ne pouvez pas vous rendre dans un hôpital sans croiser au moins quelques médecins, infirmiers, musulmans en Californie. Il est difficile de trouver un médecin qui n'est pas musulman. Donc, je pense que ça, c'est en partie... Voilà, je parlais justement de ce processus d'assimilation. Eh bien, les femmes converties, et là, je vais bien entendu me baser sur mon expérience. Je travaille justement avec le FBI sur la situation d'un certain nombre de femmes qui se sont converties, qui se sont radicalisées, qui sont aujourd'hui en prison. Elles ne parlent pas arabe, elles ne comprennent pas le Coran. Et moi, personnellement, j'ai fait des études de l'islam et donc je comprends largement mieux leur religion qu'elles. Et donc, elles sont très vulnérables pour les recruteurs parce qu'elles peuvent être façonnées dans un sens ou dans l'autre. Parce qu'il suffit de citer juste, voilà, tuez-les où que vous les trouviez, expliquer que c'est bien entendu les juifs ou les chrétiens, et il suffit de prétendre que c'est bien ça que dit le texte, peu importe ce que voulait dire le texte d'origine, elles ne le comprennent pas. Et donc là, le fait de ne pas disposer de la langue, c'est une barrière. Vous faites confiance à quelqu'un d'autre qui traduit le texte pour vous, qui vous explique ce que cela signifie, et vous ne pouvez pas contrôler dans quelle mesure vous recevez toute l'information. Mais je pense effectivement qu'il faut que cette notion de devoir faire ses preuves, c'est intéressant, parce que lorsque vous n'êtes pas né dans l'islam, il faut surcompenser. Et effectivement, dans ma religion, beaucoup des personnes qui se sont converties sur le tard, eh bien, elles ont une pratique religieuse bien plus stricte que la mienne. Lorsque vous êtes né dans une religion, que vous avez grandi dedans, inutile de prouver que vous y appartenez. Lorsque vous vous convertissez plus tard, par contre, oui. Et il y a aussi cet effet psychologique lorsqu'on se convertit pour prendre une religion qui n'est pas celle de notre famille. C'est une forme de déclaration. Et on voit des personnes qui se convertissent, puis qui se convertissent à autre chose, puis à autre chose, puis à autre chose. Ce sont des personnes qui sont en quête et ne savent pas exactement où elles vont. Elles sont un peu perdues. Et je pense que c'est un profil que vous allez revoir aussi. Les personnes converties sont souvent, lorsqu'elles se convertissent, c'est parce qu'elles sont abîmées et elles ont l'impression que ce qui ne va pas chez elles va être réparé par leur conversion. Mais le problème pourrait rester après coup. By the way, this is not to insult some people. Il ne s'agit pas ici, bien entendu, d'insulter qui que ce soit. Il y a des personnes qui se convertissent par respect, par amour pour une religion. Je ne voulais bien entendu insulter personne. Il y a de très nombreuses raisons de se convertir. Là, je me concentrais sur un groupe en particulier. Quand vous avez déroulé votre présentation, moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'il y avait une des motivations au-delà des 5 R. Il y avait peut-être cette notion d'empowerment, de retrouver du pouvoir qu'elles avaient peut-être perdu ou d'aller chercher du pouvoir dans l'action quand les femmes s'engageaient dans les mouvements radicaux. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté? Dans quelle proportion? Et à la recherche de quel pouvoir? Qu'est-ce qu'on leur a nié comme pouvoir en amont? So, I mean, you're asking about empowerment. Donc là, on parle effectivement d'empowerment. Et donc, c'est difficile de savoir, dans le sens où si l'implication dans un mouvement militant, c'est la seule façon pour une femme de participer véritablement dans sa société et d'être une personne inspirante pour les autres. C'est ce qu'on voit avec ce cas de cette petite Irakienne dont je vous ai parlé qui voulait devenir médecin et à laquelle on a ri au nez.
Et donc, je pense que la question de l'empowerment se pose lorsqu'il n'y a aucune autre option et que donc cette implication dans un mouvement terroriste, c'est un peu la seule option, la seule façon de s'engager de façon politique. Permettez-moi de vous donner un exemple. Lorsque les petits garçons, les petites filles en Palestine résistent à l'occupation, et je vais essayer d'être très prudente ici parce que je ne veux vexer personne, et ces petits-enfants jettent des pierres. Les petits garçons jettent des pierres, les petites filles jettent des pierres. On parle bien de pierres, pas de tirs, n'est-ce pas? Et à un moment, on va séparer les enfants parce que la culture considère qu'il est inapproprié pour les garçons et les filles de se mélanger ainsi. Les garçons vont continuer, une fois qu'ils ont jeté les pierres, ils vont éventuellement s'impliquer dans des groupes politiques, dans des mouvements de résistance palestiniens, pas forcément de façon violente. Et comme ils s'impliquent, ils apprennent une langue politique. Mais les femmes, les filles ne peuvent plus participer. Et donc, elles ont peut-être la même colère, la même frustration, les mêmes envies que les garçons. Mais elles n'ont aucune façon de les exprimer. Et donc cela peut être le point de départ pour l'implication de certaines de ces filles dans des mouvements extrémistes. Parce qu'elles n'ont pas forcément le moyen d'exprimer clairement leurs sentiments. Elles ne comprennent pas forcément les détails de l'évolution politique. Elles ne peuvent pas y participer. Chez les garçons, ils grandissent, ils participent au mouvement politique, ils peuvent parler nationalisme, du rôle de l'État, du peuple. Les filles n'ont pas cette option-là. Elles ne peuvent pas même s'exprimer elles-mêmes ces pensées parce qu'elles n'ont pas le vocabulaire nécessaire. Et donc, je pense que l'idée d'empowerment, c'est que cela peut fonctionner ainsi. Ce qui est ironique, c'est qu'une fois que ces femmes sont arrêtées, qu'elles sont incarcérées, là, elles vont apprendre ce langage en prison. Et donc, ces entretiens, lorsqu'on entend les femmes raconter pourquoi elles ont fait ce qu'elles ont fait, eh bien, il y a un langage très émotionnel. On parle de son ressenti et elles parlent de ce qu'elles pensent de leur ressenti. Et lorsqu'on leur pose la même question plusieurs mois plus tard, elles peuvent reformuler ces mêmes questions, ces mêmes réponses, avec un langage beaucoup plus politique, beaucoup plus analytique. Et on va dire, ah, mais elle a complètement changé son récit. Non, elle n'a pas changé son récit. C'est juste qu'au moment où elle a commencé à être impliquée et au moment où elle a été arrêtée, elle n'avait pas encore le vocabulaire pour. Ces premiers gestes, de la même façon que le moment où petite, elle jette des pierres, eh bien, ces gestes-là sont motivés par une vision instinctive. C'est comme lorsqu'on les hommes parlent du fait qu'ils ont vu leur père être arrêté ou exécuté. Eh bien, quand ils utilisent cet exemple ensuite, c'est effectivement parce que cela a provoqué une émotion. On ne parle pas ici d'une analyse politique. Donc oui, lorsque les femmes n'ont pas d'autres canaux pour exprimer leur participation, lorsqu'elles n'ont pas le droit de participer de façon paisible dans des mécanismes non violents de résistance, eh bien, alors, il y aura cette violence qui sera leur seule façon d'exprimer leur résistance. Et donc, il serait probablement possible de les amener à des voies pacifiques si ces voies-là existaient. Merci énormément. Là, comme vous voyez, le temps a tourné. Et je vais me permettre de clore ce webinaire. D'abord, en remerciant tout le monde pour ces échanges très enrichissants. Et en me permettant une petite conclusion synthétique des 3 webinaires qui ont pu animer cette évolution de pensée sur la question de genre face au phénomène de radicalisation. Et vraiment essayer de synthétiser ce qu'on a voulu transmettre et apporter aux professionnels. Alors, l'approche des études de genre à travers des regards sociologiques, psychologiques, cliniques, ethnologiques montre quand même que quand on prend le temps de s'y pencher plus attentivement, que l'organisation patriarcale des sociétés, qu'elles soient occidentales, orientales, moyen-orientales ou africaines, certes à des degrés différents, rendent le processus de sexualisation et de construction identitaire de genre compliqué et complexe. En effet, ce qui ressort de ces 3 webinaires, c'est que la pression sociétale met à mal le corps des femmes, leur sexualité, avec des a priori, comme on a pu le dire plus tôt, des croyances,
comme si c'était un objet de réceptacle pour ce que les hommes auraient à offrir ou pourraient en jouir de ces corps, comme un garant de l'honneur d'une communauté ou d'une famille. Et au nom de ces rôles qu'on attribue, de ces rôles de genre, et au nom du rôle qu'on attribue, au genre féminin, le corps devient un outil, un appât, un point de pression, un point de culpabilisation et un point de douleur qui peut se transformer soit dans la radicalisation violente, soit une motivation pour enrôler également notre genre. Nous l'avons vu à travers ce webinaire, notamment l'orchestration par des femmes également de déshonneurs pour enrôler, la création de réserves de femmes pour le simple plaisir des combattants, l'instrumentalisation de leur corps pour plus de retentissement. Toutes ces stratégies déployées par les mouvements radicaux, tels que les groupes terroristes, qui vont de la manipulation psychologique à la contrainte physique violente, ont été pensées et légitimées par l'intériorisation dans différentes cultures, bien que ce soit toujours à différents degrés, des rôles de genre et des conséquences qu'elles entraînent sur la construction identitaire de chacun et chacune. Comprendre cela, c'est comprendre que l'approche et l'accompagnement de ces femmes ou de ces jeunes, tout simplement, ou de ces personnes, que ce soit des femmes ou des hommes, doit se faire en considération de ce contexte et ce prisme d'analyse. Et que du coup, les conséquences de ces idées et de ces actions violentes peuvent entraîner de nombreuses répercussions, dont des situations traumatiques, des situations politico-socialo-éthico, tensioactives telles une bombe à retardement, comme par exemple, comme l'a cité plus tôt Madame Bloom, les enfants, soit issus des viols ou d'union des djihadistes et des femmes occidentales qui sont bloquées dans des camps. Donc les questions qui peuvent venir après, qui peuvent être une ouverture, que deviendra cette prochaine génération? Qui deviendront-ils et deviendront-elles? Ces enfants. Je finirai sur ce point d'ouverture et sur de chaleureux remerciements à l'ensemble des intervenants de l'ensemble des 3 webinaires, c'est-à-dire Céline Petrovic, Geoffroy Klimpel, Cindy Duhamel, Guillaume Corduan et évidemment Mia Bloom, pour avoir rendu ce sujet tellement délicat, accessible et audible par un grand nombre. Et je conclurai tout simplement en vous annonçant le prochain webinaire aura lieu le 14 octobre prochain, aux mêmes horaires et avec pour titre Retour sur la loi confortant le respect des principes de la République. Donc voilà, on vous y invite chaleureusement. Vous pouvez y accéder à travers notre site internet et vous y inscrire comme vous l'avez fait pour celui-ci. Et encore un grand merci à tous et à toutes pour votre présence et on espère avoir pu vous apporter quelques clés avec tout ça. Au revoir.